Un jour, Voltaire coupa les têtes de quelques escargots. Et ces escargots continuèrent à monter le mur sur lequel ils étaient. Et mieux encore, on vit les têtes de certains d'entre eux repoussées. Ce qui nous interroge quelque peu sur l'importance du cerveau dans le phénomène de la vie et peut-être aussi dans celui de la pensée. Mais les escargots ont été largement dépassés par un tout petit animal qui s'appelle le ver planaire et qui fait beaucoup mieux qu'eux encore. La source de nos pensées est-elle purement matérielle? Se trouve-t-elle simplement dans un organe, le cerveau, et dans son fonctionnement, qu'on le considère comme mécanique ou informatique? Est-ce que le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile? Au XIXe siècle, on a découvert l'existence des localisations cérébrales, de zones qui commandaient certains actes, certaines actions. Ainsi, nous avons un centre du langage. S'il est lésé, soit par un accident, soit par un AVC par exemple, on voit le langage se détériorer sous diverses formes d'aphasie. Puis, l'IRM fonctionnel nous a permis de voir le cerveau en action, des zones qui s'éclairent, des connexions qui se font. Et pendant un temps, on était justifié de penser que la pensée naissait du fonctionnement de l'organe cerveau. Si l'on pense que le cerveau est simplement un ordinateur, le pas est vite franchi vers une recherche de création d'intelligence artificielle. La communauté scientifique actuellement internationale travaille sur ce projet. Pensez-vous que l'on pourra un jour créer un cerveau artificiel qui pourra philosopher ou ressentir des émotions comme les personnages de Star Wars? Savez-vous que l'on a récemment identifié la zone cérébrale qui commande dans l'optimisme? Si on la touche, eh bien on va voir les gens devenir plus pessimistes ou plus optimistes. Est-ce que ça signifie que nos pensées les plus hautes, nos sentiments les plus profonds sont finalement d'origine purement mécanique et matérielle? Et nous voilà bien contents, nous avons la réponse à notre question. Nos pensées sont produites par notre cerveau, point barre. Mais notre tranquillité ne dure pas. Elle vient d'être dérangée par un petit ver d'eau qui s'appelle le ver planaire et qui est un être particulièrement exceptionnel puisque, entre autres, il combat et détruit les staphylocoques et le virus de la tuberculose. Mais ça n'est pas notre propos. Le ver planaire, on lui coupe la tête. Cette tête repousse, comme les escargots de Voltaire. Mais lorsque cette tête a repoussé, le ver planaire a retrouvé une partie essentielle de ce qu'on appelle notre pensée, à savoir sa mémoire antérieure. C'est-à-dire qu'il connaissait le chemin vers sa nourriture, on le lui avait appris par un apprentissage de laboratoire, et lorsque sa tête a repoussé, son cerveau a repoussé, eh bien, il a conservé cet apprentissage et il retrouve le chemin vers la nourriture. Où se cachait cet élément essentiel de l'esprit du planaire, si l'on peut dire, si ce n'est dans son cerveau? De la même manière, où se cache la fonction langage? Puisque lorsque la fonction langage, la zone du langage, est lésée, blessée, qu'elle ne peut pas renaître dans un cerveau humain, on voit peu à peu la personne blessée retrouver l'usage du langage, et souvent de manière pleine et entière. Et l'on s'aperçoit, et les S connaissent bien ce phénomène sous le nom de plasticité neuronale, on s'aperçoit que c'est une zone voisine qui n'était pas dédiée à cette fonction, qui finalement reprend le travail de la zone qui a disparu. Où se cachait le langage chez l'homme? Un neurophysiologiste a fait cette expérience en laboratoire. Il a demandé à un homme de faire un geste du bras
quand il voulait le faire. Et il a observé, grâce à l'IRM, le centre de décision du cerveau. Et il s'est aperçu, à son grand étonnement, que le geste effectif visible de bras était antérieur au moment où s'allumait dans le cerveau ce centre de décision. Antérieur de peu, mais de malgré tout 300 millisecondes. Comment le geste peut-il précéder l'acte cérébral de décision? Où est la pensée? D'où vient-elle? Vous retrouverez cette expérience dans le texte d'Henri Atlan ici. On a peut-être une explication intéressante sous la plume de Gilbert Ryle dans ce texte, qui utilise une métaphore, une allégorie, pour nous faire comprendre sa position. Il dit, imaginez un étranger qu'on amène visiter l'université d'Oxford ou de Cambridge. Il dit, où est l'université? Il voit des bâtiments, des classes, des salles de classe, des amphithéâtres, des gymnases, des allées. On lui dit, mais l'université, c'est tout cela. Mais lorsque l'on signe Université de Cambridge, lorsque l'on dit l'esprit de Cambridge, où ça se trouve? On lui dit, mais c'est l'organisation, les connexions qui existent à l'intérieur de cette entité université. C'est à la fois matériel et non perceptible. Ryle nous dit, il n'y a pas de fantôme dans la machine. Qu'est-ce que ça veut dire? Descartes disait, il y a le corps et l'âme est comme un pilote dans le corps. Eh bien, pour Ryle, l'esprit n'est pas un pilote du corps. Il n'est pas un corps étranger qui viendrait commander et rendre le corps intelligent et actif. C'est la même chose, l'esprit, que la réalité matérielle. Cette idée qu'il n'y aurait qu'une réalité, qu'une substance, nous allons la retrouver dans la vidéo suivante avec Spinoza.